Merci beaucoup. Donc, je me représente brièvement, mais Pascaline l'a déjà très bien fait. Je suis, comme vous, médecin. Je suis spécialisé en médecine d'urgence depuis 15 ans. Je travaille à l'Assistance publique hôpitaux de Paris et je suis à l'unité mixte de recherche 186, le CEPED, et mon école doctorale est celle de santé publique Pierre-Louis à l'université Paris-Sorbonne qui vient de changer de nom, qui s'appelle aujourd'hui Université Paris-Cité. Je travaille aussi au Bénin sur le Covid. Voilà, et je me réjouis d'être parmi vous. Alors, j'avais essayé de proposer plusieurs thématiques, mais vu le temps qui nous est compté, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, je vous propose qu'on traite essentiellement la première partie, l'acidocétose diabétique. Nous allons discuter un peu des dysnatrémies, de l'insuffisance surrénalienne, mais je pense qu'il y aura tellement de questions que nous n'aurons pas le temps de traiter les deux autres, mais nous pouvons en parler. Il n'y a pas de problème, hein. L'acidocétose diabétique, comme vous le savez, est une carence relative au total en insuline, et c'est une urgence métabolique fréquente. Elle est fréquente parce que il est estimé à environ 50% le mode de survenue des cas d'un diabète inaugural, et c'est la conséquence d'un déséquilibre extrêmement sévère chez un patient diabétique connu soit par un sous-dosage de son insuline, soit par l'arrêt de l'insulinothérapie. Donc, soit ça peut inaugurer un diabète non connu, la plupart du temps c'est des diabètes, c'est des sujets jeunes, ou être la conséquence d'un déséquilibre chez un patient qui a déjà un diabète connu et qui, pour des raisons diverses, n'a pas respecté ou sous-dosé son insuline. Vous savez tous qu'il y a trois stades qui sont essentiellement décrits, hein. C'est d'abord le stade de la cétose. Donc, toute décompensation diabétique n'est pas acidocétosique, qui est la deuxième partie. Et enfin, le coma acidocétosique, qui est le stade ultime, qui est quand même le stade le plus grave. Bien entendu, les prises en charge ne sont pas les mêmes, et vous voyez bien que j'ai intitulé ce travail acidocétose. Donc, nous allons essentiellement discuter de la partie médiane. Nous avons aussi, comme vous le savez, le coma diabétique, qui est le coma hyperosmolaire, d'accord, qui est défini par une osmolarité plasmatique supérieure à 350 avec une hyperglycémie et un pH supérieur à 7,30, une cétonurie faible ou absente. Le coma hyperosmolaire, c'est souvent dans le diabète de type 2, d'accord, chez des patients dont on sait qu'ils sont la plupart du temps diabétiques et qui présentent par ailleurs, bien évidemment, un syndrome polyurépolydipsique. Comme l'exige ma spécialité, je vous ai dit que je suis médecin spécialisé en médecine d'urgence et nous avons déjà vu ici ensemble le tri, hein, la méthode du tri. Toute acidocétose diabétique est au minimum un tri 2. Le tri 2 signifie que le patient doit être vu entre un quart d'heure et 30 minutes. Le tri 1, c'est immédiat, c'est-à-dire que le patient qui consulte pour une suspicion d'acidocétose diabétique doit être vu immédiatement et non pas être laissé dans la salle d'attente. Bien entendu, cela dépend aussi des organisations locales, mais le tri absolument est indispensable pour bien sérier les malades, pour leur attribuer un degré de gravité. Ceci est fait par l'infirmière d'accueil et d'orientation, ou par l'infirmier major, ou par le médecin même euh, qui intervient. Alors, on va aller très très vite sur la physiopathologie pour que tout le monde comprenne à peu près de quoi on parle, afin que les choses soient remises un peu dans l'ordre. Nous savons très bien que, et je l'ai dit tantôt, que c'est un déficit d'abord en insuline. D'accord? Et ce déficit en insuline a une cascade de réponses, c'est-à-dire que il y a une augmentation des catécholamines, il y a l'augmentation de la sécrétion de glucagon, et donc, il y a une augmentation de la sécrétion de cortisol et des hormones de croissance. Vous vous doutez très bien que un des antidotes, un des traitements majeurs
de l'hypoglycémie profonde, c'est le glucagon. Donc un défaut en insuline, on peut imaginer, entraîne une augmentation du glucagon par effet réflexe, des catécholamines, du cortisol et de l'hormone de croissance. Parce que, pour bien comprendre, je vous explique, pour bien comprendre l'intérêt de la surréaction de glucagon, c'est parce qu'il y a une diminution de l'utilisation de glucose. Donc, en réalité, il y a une hypoglycémie intracellulaire. C'est très important à comprendre. Il y a une hypoglycémie intracellulaire. Les cellules utilisent en priorité le glucose pour fabriquer de l'énergie, donc de l'ATP. Si la cellule est fatiguée, si la cellule n'a pas de glucose, la cellule, elle est fatiguée. Ce qui entraîne l'asthénie générale qu'on peut avoir. Donc, la physiopathologie de l'acidocétose, on peut la... Je disais, pardon, je suis vraiment désolé, donc, l'absence d'entrée de glucose au niveau des cellules entraîne une sorte de glucopénie, en fait, cellulaire, et est responsable de la fatigue. Et la glycogénolyse, qui est l'utilisation des stocks de glycogène, entraîne donc la séparation du glycogène en petites unités de glucose, entraîne une hyperglycémie donc, dans le sang, qui est responsable d'une glycosurie, forcément, puisque la concentration du glucose dans le sang est augmentée. Et en même temps, ça entraîne une hyperosmolarité cellulaire, puisqu'il y a beaucoup de glucose, donc c'est beaucoup plus concentré. Et vous allez voir la formule de l'hyperosmolarité tout à l'heure pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une déshydratation cellulaire, puisqu'il y a un effet osmotique, ce qui entraîne la soif. D'accord? Donc, les signes cliniques sont liés effectivement à des mécanismes physiopathologiques qui sont très clairs, puisque l'hyperglycémie entraînant une glycosurie entraîne une diurèse osmotique au niveau des tubules rénaux et au niveau des anses. Cela entraîne une polyurie. Et cette polyurie concourt à la déshydratation extracellulaire, puisque nous avons toujours une perte d'eau et une hypofiltration rénale. Au niveau de la néoglycogenèse, donc la formation de glucose par les acides aminés, cela entraîne une perte de poids puisqu'il y a une lyse musculaire pour utiliser les acides aminés. Il y a une fonte, ce qui explique pourquoi les gens perdent du poids et ils pensent que même sans faire un régime, ils sont en train de perdre du poids et ils sont très contents, ils sont très heureux de perdre du poids parce que la lipolyse qui est une conséquence justement de l'absence d'utilisation de l'insuline, produit les corps cétoniques, d'accord? Et ce qui explique les corps cétoniques urinaires et sanguines, et en fonction de leur concentration, on a une perte, on a une cétonurie une cétonurie qui n'est pas de jeûne, attention, puisque les gens mangent. Il faut distinguer la cétonurie de jeûne et la cétonurie des corps cétoniques urinaires qui sont plutôt médiés par la production des corps cétoniques grâce à une lipolyse ou à cause d'une lipolyse secondaire à l'absence de glucose. Ainsi, les corps cétoniques étant négatives, on a une perte de phosphate associée puisque les deux se mettent ensemble. Les corps cétoniques entraînent des vomissements, d'accord? Et les vomissements, l'acidose, la concentration de corps cétonique dans le sang entraîne des vomissements, d'accord? Parce que c'est une acidose, ça entraîne une acidose. Et une acidose métabolique entraîne une alcalose respiratoire qui est la réponse physiologique à une acidose métabolique. Et c'est pour ça qu'on a une hyperventilation par la dyspnée de Kussmaul. Donc vous voyez, nous avons, rien que par ce mécanisme de l'acidose, qui entraîne une perte phosphatique, des vomissements, et donc les vomissements entraînent une perte potassique, puisque en vomissant, on perd du KCl, rien que par le suc gastrique. Mais en même temps, on sait que le potassium, c'est l'ion intracellulaire par excellence, et le sodium est l'ion extracellulaire. Donc vous voyez que la sortie de potassium au niveau des cellules est déjà bien masquée
d'accord, et bien entendu les conséquences ECG de l'hypokaliémie, qui est aussi médiée, on verra pas le traitement, masque le potassium. C'est pour cela que il y a une consigne constante. C'est pour tout patient qui vient pour suspicion d'une acidocétose, s'il y a au moins 2 examens à lui faire, c'est d'abord une glycémie et un ECG. Donc vous voyez, tout ceci concourt à la déshydratation extracellulaire. On a vu que l'hyperglycémie entraîne une glycosurie, une diurèse osmotique et une polyurie. Donc le syndrome polyurie polydipsique est bien expliqué par la glycosurie et par l'hyperosmolarité. Polyurie polydipsique. On a soif, on boit beaucoup et on pisse beaucoup. Et donc c'est purement physiopathologique. La perte du potassium est médiée, bien entendu, par une augmentation de l'aldostérone, dont on sait très bien que c'est une hormone du système rénine-angiotensine. Et vous voyez, tout ceci permet de comprendre que à la fin, in fine, on peut avoir très clairement un coma qui est la conséquence d'une déshydratation, d'une polyurie, de vomissement qui aboutit à une perte d'eau et d'ions par les cellules cérébrales et enfin le coma. Si vous gardez ce schéma en tête, ne serait-ce que ça, vous allez pouvoir comprendre non seulement le mécanisme de survenue de l'acidocétose, ses conséquences, et bien entendu pouvoir agir de manière pratique sur chaque élément et comprendre le traitement. Bien sûr, il faut aussi imaginer qu'il y a des causes d'acidocétose en dehors d'un diabète inaugural. C'est ce que je vous disais tantôt au début de ma présentation. Ce sont les omissions d'insuline volontaires, j'insiste beaucoup sur volontaire, et dans ce cas c'est psychiatrique, ou involontaire, plus fréquent dans l'insulinothérapie basale prandiale et l'utilisation des pompes. Il y a des patients qui vont volontairement oublier de faire leur insuline parce que pour des raisons psychologiques, psychiatriques, ils ne vont pas le faire parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils ont eu des chocs psychologiques, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent dans nos contextes sociaux un peu défavorisés, où on parle de vie chère un peu partout dans le monde. Ils n'ont pas d'argent. C'est un oubli volontaire, mais qui est lié à une absence de ressources. Et j'ouvre une parenthèse, et c'est pour cela qu'il faut introduire dans nos pays la protection sociale, la sécurité sociale, afin que des soins chroniques de ce genre puissent être pris en charge par la collectivité. Je ferme la parenthèse. Donc, ou involontaire, et ça c'est souvent la plupart du temps des sujets jeunes qui ont un diabète chronique depuis l'âge de 5, 6 ans ou 8 ans, et qui à l'âge de 18 ans, lors de l'adolescence, commencent à avoir une vie active, et donc forcément parfois oublient de se faire une injection parce que c'est très compliqué, ou parfois même volontairement ils oublient parce qu'ils en ont un peu marre. La plupart de ces sujets, en général de ces patients, ils peuvent avoir une pompe à insuline. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Ce sont des pompes à insuline qui miment le travail du pancréas, qui, je vous rappelle, sécrète de l'insuline, du glucagon, d'accord, mais de manière continue. Et c'est lors de la digestion qu'il y a une augmentation, il y a un pic de sécrétion d'insuline, d'accord, ce qui fait que vous pouvez comprendre le principe du basal bolus. Le basal, qui est l'insuline de base qu'on peut faire à tout patient diabétique, insulinodépendant bien entendu, c'est l'insuline de base. C'est aussi le principe que vous pouvez comprendre de la PSE, donc la pompe, la seringue électrique, puisque nous avons dans notre mécanisme de fonctionnement une sécrétion permanente et continue d'insuline. Et donc c'est lors de la digestion qu'il y a une sécrétion, des pics de sécrétion. Donc, les patients qui ont une pompe à insuline mesurent plus fréquemment finalement leur cétonémie. Les principales causes d'acidocétose, ça peut être aussi le désir de perdre du poids, surtout chez les adolescentes, par sous-insulination. Effectivement, il y a
un des effets secondaires de l'insuline aussi, c'est aussi la prise de poids. Et donc, ces adolescentes qui sont bien entendu diabétiques depuis très longtemps, elles comprennent, elles connaissent très bien les mécanismes de prise en charge et toute la physiopathologie, et elles savent que si elles créent de manière artificielle un syndrome polyuropolydipsique, elles vont avoir effectivement une néoglycogénèse et une insulinopénie. Donc l'insulinopénie entraîne une diminution de glucose dans le sang et de glucose dans les cellules, et donc elles vont perdre du poids dans l'anorexie et le syndrome cardinal diabétique. Mais par contre, l'une des causes principales, je dis bien principales, de l'acidocétose, ce sont les infections. Et c'est extrêmement important, les infections, les gastro-entérites sans adaptation des doses d'insuline, c'est vraiment l'une des plus grandes causes de décompensation. Et par ailleurs, nous devons extrêmement faire attention lors du bilan initial à rechercher systématiquement les infections. Les autres causes sont les refus d'accepter le diabète, le contrôle métabolique insuffisant, sur les gens qui ont déjà un antécédent d'acidocétose diabétique, les problèmes psychologiques, psychiatriques, on en a parlé, et bien entendu l'accès insuffisant aux services médicaux spécialisés, on en a parlé. Donc vous voyez, il faut absolument rechercher de manière intéressante, de manière intellectuelle, de manière rationnelle, par l'interrogatoire, par l'anamnèse, qui est le premier élément de prise en charge de tout patient, quel qu'il soit, afin de vous orienter très facilement et très rapidement vers une cause curable et réversible. On va parler d'un cas, vous inquiétez pas, je vous donnerai tout ça, hein, vous aurez les diapos, vous aurez tout, enfin vous allez tout avoir. Mais essayez de noter quand même quelques grandes constantes. Madame Agbessi, elle a 19 ans, elle consulte aux urgences pour une altération de l'état général, elle a 0 antécédent. Et depuis une semaine, notez bien la chronologie temporelle, elle se plaint d'une asthénie, elle est fatiguée, une soif persistante depuis plusieurs jours, associée à une polyurie importante. Et depuis 2 jours, elle se plaint de nausées, de quelques épisodes de vomissement. À l'arrivée aux urgences, elle a 37 degrés, elle est hypotendue, 85 à 44, tachycarde, 115, fréquence respiratoire à 21, mais avec une respiration qui est assez ample, et une saturation en air ambiant à 100%. Cliniquement, il y a de discrètes marbrures des genoux, des extrémités froides, et vous constatez une douleur abdominale sans défense ni contracture. Et en parlant avec elle, vous constatez qu'elle a une haleine particulière vous faisant évoquer l'odeur d'un produit dissolvant, de vernis à ongles, ou bien même l'odeur de pommes pourries, de rainettes pourries. La glycémie capillaire sur la machine montre HI sur le lecteur, ce qui signifie high. La limite supérieure du lecteur est souvent entre 30 et 35 millimoles. D'accord? Je dis bien entre 30 et 35 millimoles. La glycémie normale, je vous le rappelle, est entre 5,5 et 6,5 millimoles. Donc on peut dire qu'elle est entre 5,5 et 6 grammes par litre pour convertir en grammes par litre. Le CG est normal en donne d'acardie sinusale que nous avons déjà vu puisqu'il est à 115. Et le bilan biologique initial confirme une hyperglycémie à 32 millimoles, donc 5 grammes 3. Réveille une natrémie à 129, une calémie à 5, la chlorémie à 96 millimoles, les bicars sont à 8 et la protidémie à 83 grammes par litre. La créate est à 115, n'oubliez pas, elle a 19 ans. La créate est à 115 et elle a 0 antécédent, 11 millimoles d'urée. Et comme nous savons tous qu'une femme en âge de procréer est enceinte jusqu'à la preuve du contraire, les bêta-ACG sont négatifs. On va dire Madame Agbessi, même si elle a une vie sexuelle, elle n'est pas enceinte. Parce qu'on pourrait aussi dire qu'elle était enceinte. Hein. Ce sont vraiment les choses les plus élémentaires à faire. Donc, devant ce tableau, ce qu'on va faire, tiens, est-ce que dans la salle, est-ce qu'on peut... Je pose une question. Bien sûr, on est sur un topic
particulier avec quelque chose qui est bien connu. Mais je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut raisonner de manière très pratique et pragmatique. Devant ce tableau qui associe un syndrome cardinal, donc amaigrissement, asthénie, polyuropolydipsie, polypnée ample, acidose métabolique, dans un contexte d'hyperglycémie, le diagnostic est très clairement une acidocétose diabétique inaugurale d'un probable diabète de type 1. Vous voyez, on a fait très peu d'examens, très peu d'examens, mais nous avons quand même un diagnostic non seulement assez complet, mais qui oriente vers une maladie chronique inaugurale. Alors, vous réalisez immédiatement un remplissage vasculaire de 500 cc de NaCl à 0,9% en débit libre. Les signes d'hypoperfusion périphérique s'amendent et la patiente se sent déjà un peu mieux. Vous demandez parallèlement la recherche de corps cétonique sur bandelette, l'acétonémie, qui est positive à 6 millimoles. L'acétonémie normale est inférieure à 0,2. L'acétonémie normale est inférieure à 0,2. Ensuite, vous faites les gaz du sang veineux. J'attends vos questions dessus. J'attends beaucoup de questions sur les gaz du sang veineux versus gaz du sang artériel. Confirme l'acidocétose métabolique avec un pH à 7,15, une PCO2 à 20 mmol, à 20 mm de mercure, les bicarb à 7, et vous poursuivez le remplissage vasculaire par 1 litre de sérum physiologique avec 1 g de potassium sur 1 heure en intraveineux. Il s'agit donc, bien évidemment, d'une acidocétose diabétique. Et nous allons partir de ce cas précis pour discuter, raisonner, argumenter sur les prises en charge. La bandelette urinaire sur des urines émises spontanément au décours du remplissage vasculaire. Donc on voit très bien qu'il y a donc une réponse rénale au remplissage vasculaire. Apporte un élément supplémentaire qui n'était pas indispensable au diagnostic en urgence. Donc nous sommes en urgence, nous devons réfléchir différemment en révélant 4 croix de glycosurie et 4 croix de cétonurie. Si vous suspectez une acidocétose diabétique chez un patient a fortiori diabétique connu sous insuline, ou bien un jeune chez qui tous les paramètres montrent très clairement sur le plan clinique que c'est une acidocétose, je vous en supplie, ne dites pas on va attendre la bandelette urinaire avant de commencer le traitement. Je vous en supplie. Ne faites jamais ça. Parce que comme je vous ai dit, l'acidocétose diabétique est une urgence métabolique absolue pouvant conduire au décès par un mécanisme d'œdème cérébral. D'accord? D'œdème cérébral. Et donc ça devient irrécupérable. Tout en poursuivant la restauration du volume extracellulaire, vous initiez une insulinothérapie à 5 unités/heure en pousse-seringue électrique. Vous appelez le réanimateur pour discuter de la pertinence d'une hospitalisation en unité de surveillance continue. Pas cette présentation très simple d'un cas vécu, d'un cas que vous avez déjà aussi vécu pour certains d'entre vous. Il n'y a que le nom de la patiente qui change. Il y a quasiment tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on peut éviter dans la prise en charge de ces patients. D'abord, les manifestations cliniques de l'acidocétose diabétique, nous venons de le voir, c'est la polyurie, la polydipsie, à travers même l'analyse physiopathologique, on avait bien compris les mécanismes, la déshydratation, l'amaigrissement, la fatigue cellulaire par insulinopénie et par hypoglycémie intracellulaire. Dites-vous que l'hyperglycémie sanguine, son corollaire, c'est l'hypoglycémie intracellulaire et donc pas d'utilisation du glucose comme matériel pour fabriquer de l'ATP. Donc les cellules se fatiguent. La polyurie entraîne la déshydratation, d'accord? Et comme les cellules ne sont pas perfusées en glucose, parce que l'insuline au niveau des récepteurs ne fonctionne pas, les gens deviennent maigres, d'autant plus qu'il y a une lipolyse pour utiliser les corps cétoniques. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5
cinq signes qui sont facilement expliqués par la physiopathologie. L'haleine cétonémique, bien évidemment, c'est l'haleine de pomme pourrie ou bien de vernis, les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, la respiration ample dyspnée de Kussmaul, parce qu'il y a une acidose métabolique qui est compensée par une alcalose respiratoire. L'obnubilation progressive et la perte de conscience, donc le coma, qui est le stade ultime de la décompensation de l'acidocétose diabétique. Et donc vous pouvez voir que tous les signes que je viens de vous lister, on l'a déjà vu tout à l'heure, ils sont clairement à ce niveau-là. Hein, c'est très important de comprendre la physiopathologie pour comprendre justement la prise en charge thérapeutique, en tout cas les grands principes de prise en charge thérapeutique. Et plus tard, pour les futurs endocrinologues, quand le patient sera hospitalisé dans leur service. Je vous enjoins de regarder en jaune les signes cliniques, en mauve les désordres hydroélectrolytiques que nous allons devoir corriger, donc la perte de NaCl, d'accord, la perte de potassium, la perte de phosphate, la déshydratation extracellulaire. Donc, le principe de prise en charge. Le principe de prise en charge, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le patient ou la patiente doit être installé en bloc de déchoquage idéalement. Cela dépend encore une fois du tri, de l'organisation des services d'urgence. Dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de service d'urgence à spécialement parler, je veux dire idéalement fléché, idéalement designé pour accueillir les urgences, puisque la spécialisation en médecine d'urgence, il y en a très peu dans nos pays. Or, c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité et cela permet justement de sauver des patients, d'avoir des résultats immédiats parce qu'il y a un design d'un service d'urgence à avoir et cela suppose qu'il y ait un tri des patients qui est indispensable pour séparer les patients les plus urgents des patients les moins urgents. Le Covid l'a encore bien montré dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, le Covid a montré effectivement que la notion de tri, même au niveau de la population, est extrêmement important, puisque les patients qui sont très graves sont emmenés par les SAMU, par les ambulances, et les patients les moins graves peuvent rester même chez eux. Donc on peut faire des tris à l'intérieur de la population, donc des tris populationnels lors d'une pandémie, mais lors de maladies classiques courantes, les tris se font aux urgences ou à la régulation du SAMU, idéalement, afin de limiter l'impact de l'overcrowing sur le service des urgences pour qu'il soit le plus fluide possible. Donc, le patient est installé dans un bloc de déchoquage, dans un bloc d'extrême urgence de tri 1 ou de tri 2. J'ai mis l'association IDE, donc infirmier ou infirmière et médecin. J'aurais pu rajouter assistance aide-soignante. Parce que cette capacité de tous de travailler ensemble et rapidement permet d'emblée de mettre une voie veineuse périphérique. D'emblée. Puisque selon les signes cliniques, nous avons vu que Mme Agbessi était hypotendue à 85 et 44 et qu'elle était tachycarde. Donc l'urgence, c'est de restaurer l'hémodynamique. Donc nous avons une détresse hémodynamique modérée, certes, avec quelques marbrures, certes, mais on est déjà dans la déshydratation extrême au niveau d'un choc relatif. Donc là, le remplissage est la première chose à faire, d'autant plus que nous savons maintenant le mécanisme par lequel cela arrive par les vomissements, par la polyurie, donc c'est une déshydratation, donc c'est un choc volémique, simple, basique, simple, un choc hypovolémique. Donc, qui dit choc hypovolémique dit remplissage. Et le remplissage se fait immédiatement par du sérum salé, 500 cc à 1 litre selon l'hémodynamique. 500 cc, la patiente, ce qui a été fait, la patiente a retrouvé un peu de couleur. Le bilan biologique qui est prélevé
On va en discuter. Hein. La numération formule sanguine, plaquettes, ionogramme sanguin, l'urée, la créatinémie, la glycémie sanglante, l'hémostase, le bilan hépatique, le CG, et tout ce qui va suivre, la radio de thorax. Ça signifie qu'on recherche un foyer infectieux. Une tuberculose, une pneumopathie virale bactérienne, un épanchement pleural, une cause. D'autant plus que si c'est associé à une toux ou à une fièvre. Une bandelette urinaire, on l'a dit, la bandelette urinaire, il ne faut pas l'attendre pour faire le diagnostic, mais elle est indispensable pour faire le diagnostic étiologique de la chose. Si le patient a de la fièvre, et même chez nous de manière systématique, le bilan qu'on fait à Bichat à Paris, ça c'est un bilan qui est systématique. Ça. On fait systématiquement une hémoculture, une bandelette urinaire, un ECBU, parce que justement, parfois, chez certains patients qui prennent du paracétamol ou qui prennent des médicaments qui peuvent, ou des anti-inflammatoires qui vont masquer les fièvres, masquer le syndrome infectieux débutant, effectivement, on peut passer à côté. Donc, on a un retard diagnostique sur l'étiologie, et non pas sur la conséquence, mais sur l'étiologie ou sur le facteur dégradant le diabète qui est connu. Et effectivement, on court après, on a un retard thérapeutique spécifique. Et donc, c'est une notion absolument indispensable. Il y a une prise en charge qui est, bien entendu, générale, je dirais, standard, pour compenser, pour limiter les défaillances éventuelles, mais en même temps, il y a une prise en charge spécifique en fonction, justement, de l'épisode causal. Les gaz du sang. Quand j'ai fait mes études, on faisait uniquement des gaz du sang artériels. Artériels. On nous disait gaz du sang artériel. Aujourd'hui, en fonction des paramètres qu'on veut rechercher, dans une détresse respiratoire pure, bien évidemment, il faut un gaz du sang artériel pour mesurer la concentration en oxygène, pour mesurer et surtout la saturation en oxygène. C'est ce qui nous intéresse essentiellement. Donc, c'est dans une détresse respiratoire. Mais on sait qu'elle a une saturation à 100%. Donc, il n'y a pas de détresse respiratoire. On est dans une urgence métabolique. Donc, demander des gaz du sang veineux qui font excessivement mal, qui coûtent extrêmement cher, peut-être dans nos contextes, n'a aucun sens. Le gaz du sang veineux, pour ce qu'on veut savoir, essentiellement le pH. On veut le pH, on veut le CO2, on veut la PCO2. Ce sont les choses qui nous intéressent. Les lactates, bien entendu, on sait qu'elle est en état de choc relatif puisque elle a de discrètes marbrures. Et selon le contexte, bien évidemment, il faut encore aller plus loin, faire une troponine, des hémocultures, un ECBU, un bilan hépatique, une ponction lombaire ou une imagerie, quelle qu'elle soit, abdominale, cérébrale, thoracique. Donc vous voyez, nous avons des prises en charge qui doivent être stéréotypées par des protocoles. Dans mon hôpital, la prise en charge de l'asticocétose est protocolisée et tout le monde fait la même chose. J'insiste beaucoup sur ça parce que la plupart du temps, la phosphatémie, la calcémie, la magnésémie ne sont pas dosées, alors que les désordres électrolytiques qui en résultent peuvent entraîner des troubles du rythme et compliquer la prise en charge. Donc, il est utile, bien entendu, de rester vigilant, de rester... Encore une fois, je comprends parfaitement que dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques, dans certains CHU, il y a un manque à cause du financement d'accès aux soins. C'est évident. Mais proposez toujours ces bilans aux patients et laissez-les décider parce que la vie de quelqu'un et surtout sa morbidité et sa qualité de vie future peut en dépendre. L'insulinothérapie sont les grands principes
de l'insulinothérapie, c'est 0,1 unité kilo par heure. Donc, Madame Agbessi faisait 50 kilos, elle a reçu 5 unités par heure d'insuline IV lente en PSE. Et il y a une nouvelle notion depuis quelques années qui explique justement le principe du basal bolus, c'est-à-dire que l'association d'emblée pendant l'acidocétose d'une insulinothérapie lente, le levumir par exemple à 0,25 unités par kilo, cela signifie que Madame Agbessi, qui fait 50 kg, elle va recevoir 10 unités de levemir, qui est une insuline lente, équivalent au Lantus, donc la Basaglar. Et c'est extrêmement intéressant parce que plusieurs études ont mis en évidence que l'utilisation précoce des insulines lentes ralentit justement, en tout cas diminue la durée d'hospitalisation, ça c'est donc la DMS. Deuxième chose, permet un retour plus rapide à la normale, puisqu'on rétablit juste l'homéostasie naturelle, on rétablit juste l'idéal du basal bolus du corps humain, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'insuline est sécrétée de manière naturelle et en continu par le pancréas. La surveillance, le patient est scopé, monitoré, continue au niveau du pouls, de la fréquence cardiaque, de la saturation, de la conscience, de la diurèse. Et il est important parce que nous allons remplir le patient de manière massive et il est aussi intéressant pour les patients qui ont des cardiopathies ischémiques, des cardiopathies congestives, de faire attention au remplissage afin de ne pas les mettre en insuffisance cardiaque globale par surcharge. Bien entendu, l'absence de diurèse peut amener à ce qu'on puisse sonder le patient s'il a un globe vésical. Et la surveillance aussi avec un ionogramme sanguin toutes les 3 à 4 heures en fonction de la kaliémie, avec une supplémentation intraveineuse et l'électrocardiogramme bien entendu. Ces formules, vous devez soit les connaître par cœur, soit les avoir dans vos tablettes afin de soigner les patients de la manière la plus juste, la plus claire et la plus simple possible, donc de la manière la plus scientifique possible. Ce n'est pas, oui, je pense que c'est une acidocétose, mais on va faire ci, les acides, parce que non. Quelle est sa natrémie corrigée, parce que ça nous permettra de faire un remplissage adapté. Quelle est son osmolarité, on doit la connaître. On doit faire des choses simples, des choses utiles pour les patients. Il n'y a plus de médecine approximative, en tout cas au moins sur le plan scientifique. Et avec ces valeurs, avec ces chiffres, on va pouvoir traiter le patient de manière précise. Donc, le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, c'est d'abord le traitement d'une défaillance ventilatoire, le traitement d'une défaillance hémodynamique, tel qu'on a fait ici par un remplissage massif, l'oxygénothérapie, donc ABC, la protection des voies aériennes par intubation systématique, Airways Breathing Circulation. Point. ABC, Airways Breathing Circulation. Parce que si le patient est dans le coma, il va falloir l'intuber immédiatement. L'antibiothérapie adaptée au site présumé du foyer infectieux, cela suppose justement que vous ayez fait une recherche spécifique du foyer infectieux, et le traitement bien entendu qui est débuté aux urgences et sera poursuivi en réanimation s'il y a un collapsus, donc s'il y a un choc, s'il y a des troubles de la conscience ou des troubles du rythme, parce qu'avec dès qu'il y a un pH inférieur à 7 et des BK inférieurs à 10, effectivement le risque est majeur qu'il y ait des troubles de la conduction, parce que n'oubliez pas que la conduction est médiée par les ions, d'accord, le magnésium, le calcium, le potassium, et l'acidose entraîne de facto une hyperkaliémie. Et ça, c'est une constante. Mais comme à ce niveau-là, on a des vomissements, donc on perd du potassium, donc l'hyperkaliémie peut être masquée très facilement. Et en plus, l'utilisation de l'insuline en faisant rentrer le potassium dans les cellules va créer une hypokaliémie. Donc l'acidocétose est vraiment un cas exceptionnel
de troubles hydroélectrolytiques, de troubles métaboliques qui met en évidence ou qui met en avant plutôt au niveau des facteurs hormonaux, au niveau des cliniques, des conséquences au niveau métabolique, au niveau des ions, avec une surveillance qui soit quasi importante et quasi constante. Le traitement spécifique, alors nous allons y venir avec des chiffres, avec des ratios, surtout avec des guidelines qui sont très clairs. Si choc hypovolémique, il faut remplir le patient en débit libre jusqu'à la correction du choc. S'il y a un choc cardiogénique, comme je vous l'ai dit, on remplit le patient et on l'adapte au monitorage hémodynamique. Donc l'hydratation est le premier traitement spécifique de l'acidocétose diabétique. Ce n'est pas l'insuline. L'insuline n'est pas le traitement le plus urgent de l'acidocétose diabétique. Si on doit hiérarchiser la prise en charge du traitement de l'acidocétose, le traitement qui vient en tout premier lieu, c'est d'abord l'hydratation. On doit hydrater le patient parce que on sait qu'il est déshydraté par plusieurs mécanismes que je répète inlassablement. La polyurie, ça c'est la première chose. La déshydratation parce qu'il a soif, la soif qui est liée à l'hyperglycémie, donc les phénomènes osmotiques, et les vomissements. Donc le patient, il faut le remplir. Il faut le remplir. Le remplissage est donc le premier élément de traitement spécifique de l'acidocétose. Certaines équipes, à juste titre, ne commencent même pas l'insuline immédiatement. On remplit d'abord le malade et au bout d'une heure, on commence à mettre l'insuline. Ça peut paraître perturbant, mais oui, parce que en remplissant le malade, s'il arrive à son niveau d'hémodynamique normal, ça signifie que la dyspnée doit disparaître parce qu'on aura traité une part de l'acidose, on aura traité une part de l'insuffisance rénale, elle avait 115 de créate, on aura traité la déshydratation, elle n'aura plus soif. Donc tous les signes cliniques, les marbrures auront un peu disparu et on va se concentrer maintenant finalement sur sa glycémie réelle. Puisque avec la déshydratation, on a une hyperglycémie relative. En plus, on a une hyponatrémie, qui est une fausse hyponatrémie bien entendu. Et donc en remplissant le patient, on arrive à un état où finalement on peut commencer par le traiter de manière, je dirais, dans le meilleur des cas du monde. Puisque on a rétabli au moins les déficits hydriques qui sont estimés à 100 ml par kilogramme. Donc vous vous rendez compte, un patient qui fait 100 kg, il a un déficit hydrique de 10 litres. Un patient qui fait 100 kg, il a un déficit hydrique de 10 litres. C'est majeur. C'est pour cela qu'il faut remplir les patients. Bien évidemment, le remplissage ne se fait pas de manière anarchique. Non. Il faut ajouter en plus les apports de base qui sont de 40 ml par kilogramme par 24 heures. Vous voyez, donc on est à des niveaux majeurs de déshydratation de l'acidocétose diabétique. Ça, c'est la première leçon que je vais vous donner, c'est la première information capitale que vous devez savoir. Les patients sont très déficitaires en eau. Et pour cela, la moitié du déficit est à perfuser sur les 8 premières heures et la deuxième moitié sur les 16 suivantes. Donc en 24 heures, un patient acidocétosique doit avoir reçu la quantité totale de son déficit hydrique. 24 heures. Donc en 24 heures, on peut passer jusqu'à 15 litres à un patient en fonction de son poids. D'accord? Parce que s'il fait 100 kg, ça fait 140 millilitres kilo par 24 heures qu'il doit recevoir. C'est énorme. Ça fait 14 litres en 24 heures. Donc il faut passer 7 litres pendant 8 heures, quasiment 1 litre par heure. Quasiment 1 litre par heure.
ce qui est quand même assez exceptionnel. Cela vous permet aussi de diminuer la quantité d'insuline à perfuser et surtout cela permet de relancer le début de filtration rénale puisque les patients souvent en déshydratation majeure, ils ont une insuffisance rénale, ils ont une hyperurémie, ils ont tous les troubles. Donc en pratique, cela représente 1 litre toutes les 12 heures pendant 6 heures. Avec bien entendu la limite pour les patients qui ont des insuffisances cardiaques connues. Le choix du soluté dépend de la baisse de la glycémie. J'insiste bien, le choix du soluté de perfusion dépend du de la baisse de la glycémie. Dès que la glycémie est inférieure à 2,5 g, il est bien évidemment utile d'arrêter le NaCl et de le remplacer par du G5 ou du G2,5 qui est un peu plus hypoosmolaire avec 4 g de NaCl. Parce que pour éviter justement la surcharge du patient. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne tous les diapos. D'accord? L'insulinothérapie. L'insulinothérapie intraveineuse à la seringue électrique à la posologie de 0,1 unité par kilo par heure, soit 5 à 10 unités heure, jusqu'à disparition de l'acétose urinaire. Ça, par contre, c'est absolument indispensable. L'intérêt de la bandelette urinaire de contrôle, de suivi, c'est l'acétose qui a disparu. D'accord? Mais chez nous, en fait, on ne fait plus de cétonurie parce que dans le cas d'une jeune fille qui voudrait, par exemple, maigrir, la cétonurie, il y a en même temps une part de cétonurie de jeûne. Et pour ne pas être piégé, en réalité, on fait la cétonémie qui a une valeur beaucoup plus juste, beaucoup plus précise. Il n'y a pas de dose de charge. Et en plus, pour être beaucoup plus pratique et concrète, la cétonurie suppose que le patient doit faire pipi de manière régulière. Alors que la cétonémie, son avantage, c'est que comme la glycémie capillaire, on l'applique au bout du doigt et on a le résultat immédiatement. Donc, il est complètement indépendant de la cétonurie, puisque le patient n'a pas besoin d'aller faire pipi pour qu'on puisse avoir sa cétonémie. Et donc, je dis, on peut arrêter l'insuline par voie intraveineuse à la seringue électrique jusqu'à la disparition de la cétonémie ou de la cétonurie, les deux. D'accord? On ne fait pas de dose de charge d'insuline. Par contre, le suivi, la surveillance, après 2 heures de traitement, la posologie peut doubler si la glycémie et le pH ne varient pas. Donc, vous voyez très bien que dans le contrôle, au bout de 2 heures, on doit faire une glycémie et on doit faire un gaz du sang veineux. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit gaz du sang veineux parce que s'il faut faire des gaz du sang artériel aux patients en continu, on risque de léser la voie radiale. Et comme ce patient, il est diabétique, attention, on connaît tous très bien les conséquences du diabète sur le plan cardiaque, c'est l'athérosclérose, l'infarctus. Et donc, il faut donc préserver la voie radiale pour ce patient-là pour un éventuel stent, une coronarographie dans 15, 20, 30, 40 ans. Donc, tout ce que vous faites a une justification, tout ce que vous faites a un intérêt présent et futur pour le malade. Un gaz du sang artériel n'est pas anodin. Par contre, pour un patient qui n'a pas besoin de gaz du sang artériel, faites-lui un gaz du sang veineux. Comme ça, vous protégez son capital artériel pour plus tard. Le relais par voie sous-cutanée est pris lorsque la cétose a disparu et lorsque le patient peut s'alimenter normalement. La meilleure voie pour traiter le diabète, c'est la voie orale. Si un patient peut se réhydrater par voie orale, donnez-lui de l'eau, donnez-lui 1,5 litre d'eau toutes les heures, 1 litre d'eau toutes les heures, 1 litre à 1,5 litre d'eau toutes les heures, qu'il boive par voie orale. Il peut boire, s'il peut boire, il n'y a pas de problème. Mais bien évidemment, le risque, c'est que ce patient, s'il a des troubles de la conscience, ça ne sert à rien de lui donner à boire. Il faut être réaliste, pragmatique. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent, je sais que les solutés coûtent cher, parfois ils sont même en rupture de stock ou en rupture d'achat dans les pharmacies. Mais si on peut donner à boire au malade, donnez-lui à boire. S'il peut le boire, qu'il boive.
C'est très important. Et donc, bien évidemment, ça c'est une règle extrêmement importante. La première injection sous-cutanée se fait 1 heure avant l'arrêt de la seringue électrique. 1 heure avant. D'accord? 1 heure avant. Comme ça, il y a un relais qui est fait. Et bien sûr, les insulines d'action rapide sont programmées avant chaque repas. Mais ça, ça c'est le lot quotidien des diabétiques. Le traitement spécifique avec la surveillance potassique. Comme je vous ai dit, le mécanisme de l'insuline, l'insuline fait entrer le sodium dans la cellule grâce à la pompe, grâce à un récepteur qui utilise la pompe NAK. D'accord? Et la pompe NAK, son principe c'est quoi? C'est que elle fait entrer un sodium dans la cellule et elle fait sortir un potassium. Donc, le récepteur de l'insuline et le récepteur du glucose utilisent les pompes à potassium, des pompes spécifiques à potassium. Donc, elles font entrer le potassium dans la cellule, ce qui crée paradoxalement une hypokaliémie, d'accord, qui est bien sûr liée à la réhydratation, donc à une dilution, et l'insuline qui fait entrer le potassium dans la cellule. Donc, l'hypokaliémie est délétère. Donc, c'est un effet iatrogène qu'il faut surveiller et monitorer et compenser. Donc, la kaliémie doit être dosée de manière très rapprochée. Idéalement, après la première heure, on doit avoir une kaliémie. Après la première heure, puisqu'on on fait après la première heure d'insulinothérapie, attention, la première heure d'insulinothérapie. Donc en réalité, ça fait la deuxième heure de traitement. Puisque je vous ai dit que pendant la première heure, on peut se contenter uniquement de réhydrater, de remplir, de réhydrater. On peut commencer l'insulinothérapie dès la deuxième heure. Il n'y a pas d'urgence à l'insulinothérapie. Ceux qui veulent la commencer à la première heure, qu'ils le fassent, ce n'est pas grave. Mais c'est moins efficace parce que la réhydratation n'étant pas parfaite, forcément, on a une sorte de résistance initiale à l'insulinothérapie. Donc il vaut mieux idéalement commencer l'insulinothérapie dès la première heure, dès la deuxième heure, pardon. Remplissage pendant 1 heure, insulinothérapie à la deuxième heure. Donc à la fin de la deuxième heure, faire une kaliémie, au moins une kaliémie, d'accord, et bien entendu traiter l'hypokaliémie éventuelle, d'accord, par du KCl intraveineux selon des algorithmes très simples. Si le potassium est inférieur à 3,3 millimoles, il faut bien entendu mettre du calcium, du potassium intraveineux. Notre protocole à nous à Bichat, c'est de faire 3 grammes en 3 heures. Kaliémie inférieure à 3,3 égale à 3 grammes en 3 heures. C'est-à-dire l'infirmière prépare une seringue électrique de 3 grammes de potassium qu'elle passe en 3 heures avec un arrêt toutes les heures pour éviter justement les erreurs d'injection de potassium. Parfois même on lui dit de préparer 3 seringues de 1 gramme qu'elle change toutes les heures pour justement éviter les erreurs. Mais bien entendu, ça signifie qu'il y a du matériel à disposition. Et donc, elle prépare 3 seringues et à toutes les heures, au bip, elle change la seringue, elle met une nouvelle seringue de 1 gramme. Ou bien, elle met des seringues particulières qui se bloquent, qu'on ne peut pas pousser, hein, même par inadvertance. Entre 3,3 et 5,4 à 1,5 gramme, et dès que la kaliémie est supérieure à 5, bien entendu, ça ne sert à rien de mettre du potassium. Donc cette surveillance-là, elle est absolument indispensable parce que le risque iatrogène est double. L'hypokaliémie avec les troubles du rythme, les troubles de la conduction, et l'hyperkaliémie accidentelle qui peut entraîner la mort du patient avec un arrêt cardiaque. N'oublions pas les diagnostics différentiels. D'accord. L'acétose éthylique
Donc les alcooliques chroniques ayant cessé de s'alimenter avec un maintien de l'apport d'alcool. L'alcool, c'est du sucre. L'alcool, c'est du sucre. J'ai déjà à plusieurs reprises pris en charge des patients éthyliques chroniques, d'accord, qui viennent pour des hyperglycémies. L'alcool, c'est du sucre, d'accord, des hyperglycémies, hein, et une hypercétonurie. Hyperglycémie et hypercétonurie. Sauf que ces patients, vous leur mettez de l'insuline, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire l'hypoglycémie immédiatement et ils vont mourir. Ils vont faire l'hypoglycémie profonde, ils vont convulser. C'est très important ça. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Déjà personnellement quand j'étais jeune interne, et après quand je suis passé chef, des internes font la même erreur. Donc personne n'est comment dire, exemple d'erreur, mais c'est aussi ça l'expérience. D'accord? Donc les alcooliques, ne vous fiez pas à leur cétone. Ils peuvent avoir une cétonurie, mais de jeûne, et avoir une glycémie normale, voire basse. D'accord? Donc ce n'est pas une acidocétose diabétique. C'est très important. Le coma hyperosmolaire, on l'a dit, le coma hyperosmolaire est défini par un pH normal, des bicards normaux, un peu bas mais normaux, et bien entendu une hyperglycémie. Et vu la formule de l'osmolarité, ils ont un coma hyperosmolaire, mais ils ne sont pas en acidocétose diabétique. La cétonémie est quasi normale. L'acidose métabolique avec une néphropathie, bien entendu, c'est tout ce qui est insuffisance rénale chronique. Hein, l'insuffisance rénale aiguë, immédiate, entraîne aussi une acidose, mais elle n'est pas majeure. Mais l'insuffisance rénale chronique entraîne une acidose métabolique par accumulation, d'accord, des produits de dégradation. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut dialyser les gens. Hein, et les patients dialysés, quand ils ne le sont plus, ils meurent justement par acidose métabolique. Les troubles de la conscience associés à une dérégulation du diabète secondaire à une méningite, un sepsis ou un AVC. Il faut absolument faire attention à tout ça parce que l'examen clinique du patient et son anamnèse doivent être les maîtres mots de nos prises en charge, parce que si on n'interroge pas les gens et qu'on s'occupe uniquement de la biologie, comme on le fait aujourd'hui de plus en plus, on passe à côté de beaucoup de choses. Ce qui paraît évident, en réalité, avec deux mots du patient, ça change la course de notre diagnostic. L'orientation, c'est extrêmement important. Le niveau de tri, on a dit c'est des niveaux de tri 1 ou 2, d'accord. Ces patients doivent aller en réanimation ou en soins intensifs ou en USC, en soins continus, à minima, parce que ce sont des patients qui sont à risque, grand risque de mortalité, d'accord. Et bien entendu, aux urgences, on ne peut pas surveiller ces patients-là de manière continue parce que le flux des urgences est un flux continu. Or, en réanimation et en soins continus, les patients, ils ont un lit à eux, ils ont des infirmières, des médecins dédiés aux urgences, bien évidemment en fonction du tri, en fonction de la sectorisation. On peut avoir un médecin au déchoc, mais ce médecin au déchoc, il reçoit tous les malades du déchoc, et s'il en a 10, 15 avec 2 infirmières, pas plus, alors qu'en réanimation, en soins continus, il y a des médecins, un nombre de médecins dédiés par malade, un nombre d'infirmiers dédiés par malade, et donc c'est en termes de qualité de prise en charge que ces patients-là devraient aller en réanimation. Et parfois, quand ils sont dans le coma ou bien quand ils ont des troubles, des défaillances hémodynamiques sévères, des défaillances respiratoires, des défaillances neurologiques, il faudrait qu'ils soient intubés, il faudrait qu'ils aient des voies centrales, cathé artériel, cathé fémoral, d'accord, avec des bis pour surveiller la conscience, des machines pour respirer. Et donc voilà, ce n'est pas le lieu, les urgences, pour que ces patients-là soient
Par contre, dès que le patient est au niveau 2 stable, un tri 2 stable, là, ça signifie que son tri est en train de se stabiliser, de diminuer. Il peut aller en salle, en diabétologie, en endocrinologie ou dans un service de médecine interne, d'accord? Mais le patient ne peut y aller que quand on a arrêté sa pompe à insuline, que quand on a arrêté la PSE, sauf si le service est adapté à prendre en charge un patient avec un pouce-seringue, d'accord? C'est extrêmement important. La seule chose à éviter, c'est vraiment le retour à domicile, c'est à décommander. Et c'est à éviter à décommander parce que les patients, on ne peut pas laisser rentrer un patient de tri 1, acidocétose diabétique inaugurale, rentrer chez lui après avoir fait toute cette prise en charge massive, importante, le laisser rentrer chez lui. Mais on pourrait le faire de manière exceptionnelle si le patient, c'est parce qu'il a oublié son insuline dans des situations extrêmement spécifiques, particulières, où le patient, on le connaît, il est bien suivi, il est bien régulé. Il faudra lui trouver un rendez-vous immédiatement, il reprend son insuline alors qu'il avait oublié ou parce qu'il n'a pas d'argent. Bref, tous les cas où le patient n'était pas grave, a été stable très vite et on sait que la reprise en main de son insuline est possible. Les messages que je vous fais passer, c'est quoi? C'est que la glycémie capillaire dès l'accueil de tout patient diabétique et la recherche d'une cétonurie, d'une cétonémie, idéalement devant les signes cliniques évoquant une acidocétose doivent être systématiques. Le pronostic vital est engagé par collapsus, donc état de choc, œdème cérébral, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Cette complication est celle du diabète de type 1 et rarement celle de type 2. L'acidocétose s'installe le plus souvent en 2 à 3 jours après une phase de cétose sans acidose. Cétose, acidocétose, coma. Les perturbations du métabolisme glucidique, lipidique et électrolytique sont la conséquence de la baisse de l'insuline efficace et de l'élévation des hormones de contre-régulation. Je vous l'ai assez montré sur la première diapo. Il ne faut jamais arrêter l'insulinothérapie dès la normalisation de la glycémie alors que la cétonurie est toujours présente. Le seul critère d'arrêt de l'insulinothérapie IVSE, c'est la disparition de la cétonémie et ou de la cétonurie. Le patient peut avoir 1,5 g de glycémie et 4 de cétonurie. La cétonurie doit être ramenée entre 0,2 et 0,5. Cela signifie qu'il faudra mettre du G5, voire du G10 au patient en lui passant son insuline. Parce que, comme je vous l'ai dit, la cétonurie est le mécanisme, en tout cas les corps cétoniques sont le mécanisme par lequel les corps gras sont dégradés et sont le pourvoyeur de l'énergie au corps. Ça signifie qu'il y a toujours une insulinopénie. C'est ça qu'il faut comprendre. Que s'il y a des cétones, ça signifie qu'il y a toujours une insulinopénie ou une résistance à l'insuline. Donc il ne faut pas arrêter l'insulinothérapie IVSE tant qu'il y a encore des cétones. La recherche d'un facteur déclenchant infection en premier lieu doit être systématique. Et enfin, pour les cliniciens qui aiment examiner leurs malades, je vous le souhaite, l'odeur cétonique de la laine est une caractéristique. Quand on a senti un diabétique, un acidocétose diabétique, on ne l'oublie jamais. C'est un peu comme les mélénas. Quand on a senti l'odeur du méléna, donc le moitié digestive, on ne l'oublie jamais. Voilà. Je suis à votre disposition.